Bonsoir à tous et bienvenue, bien sûr. Tout le monde me connaît? Non, peut-être pas. Je m'appelle Danny Dan de Vex, j'ai 72 ans dans pas longtemps. Et puis, j'ai démarré l'hypnose il y a maintenant 52 ans. Voilà. Je suis sans doute un des plus vieux en France en ce moment, puisque quand j'ai démarré l'hypnose, personne n'en faisait en France. Ça n'existait pas. Et j'ai démarré un peu par hasard et par défaut, puisque j'ai eu un grave accident de la route à 20 ans. Je ne me destinais pas du tout à ça. Je me destinais au commercial, je sortais de l'école de commerce et j'avais monté les 2 plus grands magasins de meubles de Loire-Atlantique. J'avais pris des associés, j'avais un peu arrangé avec les banques, on va dire, voilà. Hein, de ma façon, je sortais de l'école de commerce. Donc je ne me destinais pas du tout à ça. Et puis, j'ai eu 68 fractures, 127 fragments, 5 écrasements de moelle épinière, 5 sections de nerfs sciatiques, un ravin, 60 mètres de profondeur. Je dormais sur une aire de dégagement lorsqu'une voiture m'a percuté et m'a envoyé 60 mètres plus bas. Donc, condamné à vie au fauteuil roulant, que l'on ne vous le montre pas, grâce à un élève en médecine, qui était mon meilleur ami, Minot, et qui un jour est venu, il revenait d'une conférence, enfin il revenait de vacances aux États-Unis, où il avait vu Milton Erickson. Puis vous savez, à 20 ans, il me dit « Putain, j'ai vu des mecs fantastiques, il y en a un, il a fait des miracles, il s'est guéri de la polio avec l'hypnose. » Enfin, bon, vous connaissez tous l'histoire de Milton Erickson, il s'est donc pas guéri, mais enfin, il avait atténué les effets de la poliomyélite, au point de marcher même sans fauteuil roulant. Et puis, ce gars-là, parce que j'étais quand même à ma 6e tentative de suicide, hein, et j'étais attaché de partout, donc c'était très difficile de mourir, et il me dit « Regarde !» Et vous connaissez tous, je pense, le principe de la vision périphérique, mais ceux qui regarderont peut-être pas. Donc, il y avait un petit trou dans le mur, il me dit « Regarde ce petit point, tu le fixes. Et puis, tu vas concentrer ton attention vers le haut. » Alors moi, immédiatement, je regarde au haut, il dit « Non, non, tu fixes le petit point, tu restes le regard accroché à ce petit point, et c'est ton attention que tu vas fixer vers le haut, puis après, il me fait fixer vers le bas, puis après vers la droite, puis vers la gauche, etc. Puis il me fait faire partir ma douleur vers la gauche. Et puis, il associe le visuel au son, il dit tu écoutes ma voix, tu écoutes les bruits de la pièce à côté, etc., etc. Et puis les sensations de mon corps, mais les sensations qui pouvaient être agréables, le fait d'être couché, etc. Et puis à un moment donné, j'ai souri. Enfin, j'ai souri, j'étais attaché de partout avec des fractures au visage et à la tête. Alors pensez donc, ça ressemblait certainement pas à un sourire. Mais pendant quelques instants, mes douleurs avaient disparu. Mes douleurs, je ne sais pas si ça a duré 3 secondes ou 3 minutes, j'en sais rien, ou 30 secondes, on va dire, pas sous 3 minutes, je pense pas. Mais il a recommencé dès le lendemain, en élaborant son texte un petit peu plus. Et puis ça marchait encore mieux. Si bien qu'on a acheté tous les livres avec ma sœur et puis une bande de copains, tous les livres où il y avait le mot hypnose dedans. Alors je vous dis tout de suite qu'on est tombé sur de la fiction, de l'anticipation, quelques livres médicaux, quelques livres scientifiques, quelques livres qui parlaient de spectacles du XVIIIe siècle, d'hypnose. Et puis, on a commencé à bricoler ensemble. Et puis, un jour, on s'est retrouvé avec un petit club, on était une vingtaine. Une vingtaine, et chacun lisait, et on travaillait ensemble. Et puis, un jour, sur mon fauteuil roulant, je suis allé en Afrique, je suis allé d'abord aux Antilles, voir des camboiseurs, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des sorciers locaux. Et puis, après, je suis allé en Afrique noire, voir des sorciers, des marabouts, de toutes sortes. Et puis, en fait, tous ces gens qui faisaient des trucs qui ressemblaient à de l'hypnose, enfin, qui étaient de l'hypnose, mais avec des noms différents. Et puis je suis allé au Galapagos, je suis allé voir les aborigènes d'Australie, je suis allé partout où je pouvais trouver des gens qui pouvaient m'apporter la guérison. Donc au Venezuela, où j'ai vécu à poil pendant 6 mois et demi, puisque c'était le costume de peau qui était à la mode là-bas, quand je suis arrivé dans la forêt amazonienne, c'est un dentiste de Médecins du Monde qui m'a emmené là-bas, qui m'a dit « Ouais, j'ai vu un sorcier, je l'ai vu faire marcher des gens qui étaient paralysés. » Quand on est paralysé, on est capable de tout faire. Ma grand-mère voulait m'emmener à Lourdes. Là-bas, je savais qu'on ressortait même pas de la piscine avec 2 pneus neufs, alors je préfère aller voir un sorcier en Amérique du Sud. Pensez bien, c'est plus loin, donc c'est mieux. Hein. Et puis, le sorcier m'a rien fait du tout, à part le fait que j'ai découvert une vie autrement. J'ai découvert aussi que la douleur n'existait pas, que la douleur n'est qu'un douleur. Ça n'existe pas. Parce que j'ai des petits-enfants tombés à 18 mois, tout nus, qui marchaient, puis qui tombaient dans les petits cailloux pointus en quinconce, là, le visage dans les ronces, et puis le gosse fait « et la mère immédiatement éclate de rire. C'est ce qui fait l'enfant, il éclate de rire. Elle lui arrache les petits cailloux, les ronces et tout, et il est reparti. Chez nous, un enfant de 18 mois,
qui tombe par terre, il y a la moquette, il a une couche épaisse comme ça au derrière, il tombe sur ses petites fesses. Ah mon Dieu, il s'est fait le bébé. Et il a sirène, parce qu'il a appris que tomber, on a droit à un câlin derrière, on lui demande, on lui dit qu'il a mal, il le croit, alors que la douleur n'est qu'un signal d'alarme. Et ça, c'est ce que j'ai découvert à l'époque. Ça a été très important pour mes paralysies et mes douleurs, parce que la douleur est juste un signal d'alarme, et vous allez tous le comprendre. Ça vous est tous arrivé, un jour, de vous pincer un doigt, ou de vous taper un coup de marteau sur le doigt, ou vous l'enfoncez le clou, et vous jouez tous les noms d'oiseaux, puis vous vous remettez au boulot parce que vous avez plein de travail, et vous n'y pensez plus. Et puis arrivé quelques heures plus tard, vous allez vous laver les mains, oh bon, ça fait mal cette saloperie. Et vous avez mal à nouveau. Vous êtes d'accord avec moi? Ça vous est tous arrivé. Vous avez donc fait une auto-hypnose sans le faire exprès. Mais puisqu'on peut le faire sans le faire exprès, on peut le faire exprès. Et vous savez combien de temps il faut pour se mettre en auto-hypnose? Allez. Comment? 1 heure? Non. Est-ce que vous m'accordez une fraction de seconde? Oui. Prenez un morceau de chair sur ma main et arrachez-le. Allez-y, de toutes vos forces. Prenez un morceau, un bon morceau de chair. Allez-y, plus gros, un bon morceau. Allez-y. Mais tournez, arrachez. Allez, prenez et arrachez-le. Arrachez! Essayez d'arracher, vous n'y arriverez jamais, c'est devenu caoutchouteux. Et c'est 100% insensible. Mais ce que vous m'avez fait, c'est de la chatouiller. Donc je vais vous montrer autrement. J'espère que j'ai pris quelque chose qui pourra vous le montrer ici. Ouais, je dois avoir ça. Oh. Voilà. Allez. Ça, c'est pincé. Mais c'est 100% insensible. Et 100% caoutchouteux. Ça, c'est l'auto-hypnose. Et ça, il faut une fraction de seconde. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit des hypnothérapeutes ou des hypnotiseurs qui ne savent même pas s'hypnotiser eux-mêmes. Comment expliquer le goût d'un fruit à quelqu'un si on n'y a jamais goûté? Je vois même des formations en hypnose. Des formations en hypnose où vous apprenez en 90 heures à hypnotiser. Vous n'avez pas une seule minute d'auto-hypnose. Et au bout de 90 heures, vous êtes hypnothérapeute. Thérapeute, pas que hypnotiseur, hypnothérapeute. C'est-à-dire que vous vous autorisez à soigner des gens. Est-ce que vous iriez chez un dentiste qui vous dirait « j'ai fait une formation accélérée en 90 heures ». Merci, je garde mes dents. C'est pareil pour l'hypnose. Hypnotiser, c'est une chose, être hypnotiseur en spectacle, moi j'ai fait plein de spectacles d'hypnose, et même dans les conditions les plus difficiles, dans des boîtes de nuit, parce que c'était le moyen de m'entraîner. Quand je reviens un peu en arrière, quand j'ai démarré au début, j'étais avec des médecins, donc docteur Debroise, docteur Pecker, qui me faisaient participer à leurs conférences, parce que j'étais l'exemple vivant de quelqu'un qui avait redéveloppé des circuits nerveux, puisque je n'ai pas de nerf sciatique, et je fonctionne comme tout le monde. J'ai eu beau avoir mes écrasements de moelle épinière, je marche comme tout le monde. Bon, attention, j'ai des semelles spéciales, etc. Bon, petites choses, hein. J'ai des prothèses, enfin c'est un avantage sur vous, Dieu me prothèse. Donc c'est mieux. Mais par contre, ça fonctionne exactement pareil. Mais c'est l'hypnose qui m'en a guéri. L'hypnose, et particulièrement l'auto-hypnose. J'ai appris à m'auto-hypnotiser, on faisait plein de séances tous les jours, et on m'hypnotisait. Avec des objectifs précis. Je dis bien avec des objectifs précis. Bouger un orteil, par exemple. Mais bouger un orteil, pas deux. Un seul. Aujourd'hui, plein de gens soignent et n'ont pas d'objectif précis. Je me sens pas bien, allez vous faire sentir par un autre. Hein, donc, et je me sens pas bien, c'est pas précis. J'ai mal là, c'est précis. Mais j'ai mal dans le dos, par exemple, ah, très bien, mais à quel endroit dans le dos? Quelqu'un qui va dire j'ai mal dans les cervicales, c'est qu'il a plein le dos de son boulot. Quelqu'un qui a mal au niveau des lombaires, c'est qu'il a plein le dos de sa famille. Au niveau du sacrum, c'est qu'il a plein le dos de ses parents. Mais il faut identifier. Et ça s'identifie comment? Enfin, là, je schématise un petit peu par ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire un entretien avec le patient. Et s'il n'y a pas d'entretien avec le patient, on ne peut pas savoir s'il a un problème particulier, si ce n'est pas un schizophrène, si ce n'est pas un psychotique quelconque, si ce n'est pas un paranoïaque, et on risque de faire une hypnose qui va détruire la personne. Donc on doit faire impérativement une anamnèse, un entretien, qui doit durer au minimum 3/4 d'heure, parce qu'on ne peut pas en savoir. Quand on parle je parle de thérapie, hein, hypnothérapie. Je ne parle pas d'hypnose spectacle. En hypnothérapie. Anamnèse. Ensuite, on lui fait ce qu'on appelle un pré-talk, c'est-à-dire qu'on lui explique un peu comment ça va fonctionner, et puis on lui fait 1 ou 2 exercices qui lui montrent
qu'il est rapidement et facilement hypnotisable. Et puis après, on lui fait la séance proprement dite, ciblée par rapport au problème qu'il a. Et avec un débriefing à la fin, bien entendu. Mais si on ne fait pas ça, la thérapie ne peut pas fonctionner. Puis d'autre part, en thérapie, on voit plein de gens, par exemple, il y a même un groupe là, qui passe envie de fumer, enfin pardon, qui coupe soi-disant le tabac. Mais vous fumez 3 mois après, parce que ça n'a pas été remplacé. On ne guérit rien si on ne le remplace pas par autre chose. Si on ne remplace pas la cigarette par autre chose, la personne n'est pas guérie, elle replongera. Si on ne remplace pas l'alcool par autre chose, la personne n'est pas guérie, elle replongera. Alors qu'en hypnose, beaucoup de gens se contentent de faire une séance d'hypnose pour que la personne aille mieux. Elle va mieux pendant quelques temps. Elle n'est pas guérie. Moi, je m'occupe, j'ai tourné hier pour un truc spécial, parce que tous les ans, depuis 9 ans, j'organise, j'ai monté avec des amis une association pour défendre pour la recherche pour la sclérose latérale amyotrophique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est la sclérose en plaques, tout le monde sait ce que c'est, les raideurs. La sclérose latérale amyotrophique, c'est toutes les cellules qui meurent les unes après les autres. En moyenne, c'est 3 ans, 3 ans et demi de vie quand elle est déclarée. Et avec l'hypnose, on arrive à aller à 6 ans, 8 ans de vie. Et mon meilleur ami, 12 ans. Mais hypnose tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, sa séance d'auto-hypnose le matin au réveil, sa séance d'auto-hypnose le soir. Tous les jours. Et il a été champion de France de montgolfière à 8 ans, au bout de 8 ans de maladie. Alors que les autres sont déjà au cimetière. Okay. Et là, donc tous les ans, j'organise une grande manifestation avec des dizaines de milliers de personnes. C'est à l'OEAC en Bretagne, un circuit automobile où on fait venir plein de gens. Moi, chacun paye 10 € pour la recherche, pour acheter des fauteuils, etc. Bon, c'est ma passion, c'est ma folie. Voilà, parce que c'est mon meilleur ami qui en est mort. Donc, mais on ne guérit pas la sclérose latérale amyotrophique. On permet à la personne de repousser la maladie, d'allonger sa vie, et de manière confortable, pas en fauteuil roulant. De même qu'il y a plein d'autres maladies qu'on ne guérit pas. On ne fait pas non plus repousser un membre. Quoique, vous savez, le docteur Jaurès, qui était mon patron à l'Université des sciences de l'homme quand je donnais des cours là-bas, et un jour j'étais dans un congrès avec lui, il dit « Savez-vous, mesdames et messieurs, pourquoi la jambe d'un être humain, le tibia, ne repousse pas quand il a été sectionné, alors que la queue d'un lézard repousse quand on la coupe ?» Tout le monde interloqué, simplement parce que le lézard, on ne lui a jamais appris que ça ne pouvait pas repousser. C'est loin d'être idiot. Évidemment, c'est utopique, mais c'est loin d'être idiot. Donc, on ne fait pas repousser un membre coupé, on ne remplace pas un organe qui a été enlevé, mais on peut permettre à la personne d'aller mieux et de bloquer la maladie. Par exemple, le Parkinson. Le Parkinson, plein de gens, victimes du Parkinson, sont capables d'éliminer les tremblements. Ils ne sont pas guéris. Si on fait un IRM, on voit toujours les traces du Parkinson dans l'IRM. Mais la personne vit normalement, à 80-90% normalement. Alors voilà, j'ai donc un peu situé plein de choses. Maintenant, si vous voulez, moi je vais faire une espèce de petit historique. Parce que je ne suis pas le premier à faire de l'hypnose. L'hypnose, ça remonte à des milliers d'années. Je ne vais pas faire l'historique de toute l'hypnose depuis... on achète des bouquins pour ça. Mais par contre, une historique plus récente, par exemple, depuis que moi, je m'y suis intéressé. Parce que, évidemment, les premiers bouquins auxquels je me suis intéressé, ben, c'est Mesmer. Pas le Mesmer d'aujourd'hui, hein, je parle d'Anton Mesmer, bien entendu, hein, qui est 1734-1815, je regarde parce que les dates, je ne me rappelle pas. Donc, après, vous avez le marquis Puységur. J'ai lu tout ce qu'il y avait sur le marquis Puységur. L'abbé de Faria, 1755-1819, hein, qui ouvrait un cours sur le sommeil lucide. Et puis après, il y a eu Joseph-Philippe François Deleuze, qui a fait du magnétisme à visée thérapeutique, mais qui n'appelait pas ça hypnose. De même que vous avez le chirurgien James Braid, c'est lui qui a inventé le mot hypnose. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. James Braid, qui en 1841 s'est rendu compte avec un bouchon de carafe, en fait, que le patient était là et partait en hypnose. C'est ce qu'on appelle le MDR, je vous signale. Mais aujourd'hui, le MDR, il faut pas mal de temps pour l'apprendre, alors que, vous savez, en 1 heure, on sait faire. Hein. C'est... Donc, il y a d'une visuelle. Regardez. Regardez mon doigt. Regardez, je vais faire un carré, qui est le symbole du père, le masculin. Donc, regardez, sans bouger la tête, simplement les yeux. Ok. Puis après, je vais faire un rond dans l'autre sens.
c'est un symbole féminin de la mer. Je vais faire le symbole du 8. Le 8 est l'infini, symbole du moi profond. Et là maintenant, 12 fois 11, ça fait combien? Allez, essayez de calculer, vous ne pouvez pas. 12 multiplié par 11, ben non, votre cerveau ne voit plus les chiffres. Et ça dure 3 minutes 30. Pendant 3 minutes 30, votre cerveau est incapable de voir les chiffres. Alors que c'est facile, on ne va pas la laisser pendant 3 minutes 30. Hein. On multiplie 12 par 10, ça fait 120. 120 plus 12, 132. Ou alors on fait 1 plus 2, 3, 132. Mais votre cerveau ne peut pas. Vous voyez? Par exemple, le monsieur qui est un kinesthésique, lui, si je n'utiliserais pas ça, j'utiliserais du tapping. Vous savez ce qu'on appelle le FT, ça c'est le principe EMDR. Hein? Mais EMDR, le terme est déposé, alors on ne va pas l'utiliser, on va dire déprogrammation par le mouvement oculaire bilatéral. C'était le terme qu'il porte depuis à peu près 2500 ans. Hein? Lui, par exemple, on va dire, qu'est-ce que ça vous fait quand je vous touche la main droite, l'épaule gauche, et vous appuyez le menton sur la tête? Et un petit peu, là vous avez le cerveau qui est en train de vouloir remettre les morceaux à leur place. Donc on occupe le conscient, et si derrière, je suis malhonnête et que je lui balance une petite phrase de manière monocorde et monotone, boum, il part dans l'idée que je lui mette dans la tête. Automatiquement. Ça va très vite. Hein. Il suffit simplement de déprogrammer le conscient pour agir sur l'inconscient. On appelle la dissociation. Hein. Et la dissociation, c'était... Bon, j'en parlais tout à l'heure. Donc, vous avez James Hesdale. On n'en parle pas beaucoup de Hesdale. Moi, j'ai lu tous ces bouquins-là. Je parle de tous ceux que j'ai vus, parce que Hesdale, il a pratiqué plus de 300 opérations majeures sur 3. Il a fait plus de 3000 opérations sous hypnose, dont 300 opérations de cancer ou de choses où on ouvrait le ventre sans la moindre goutte d'anesthésiant. Pas la moindre goutte d'anesthésiant. Vous avez John Elliotson qui utilise l'hypnose pour anesthésier des patients aussi. Hein, et c'est l'inventeur du stéthoscope. Parce qu'il analyse avec son stéthoscope les effets d'hypnose. Vous avez après Jules Cloquet qui a opéré sous magnétisme animal, vous voyez, mais opéré des cancers. Cancer du sein, sans la moindre goutte d'anesthésiant. Et ça, c'était en 1825. C'est donc pas d'aujourd'hui, vous voyez. J'ai étudié Ambroise et Auguste Liébaud, évidemment, et qui lui partait du principe de la suggestion. Et là, je suis complètement d'accord, il n'existe pas d'hypnose sans suggestion. On peut faire une induction à l'hypnose sans la moindre suggestion, du moins apparente, mais par contre après, les effets hypnotiques, thérapeutiques et autres, il faut de la suggestion. D'accord? Donc il avait complètement raison. Et puis après, il y a Charcot de la Salpêtrière, vous avez tous entendu parler, d'accord? C'est lui qui a découvert la sclérose latérale amyotrophique. Et moi j'ai étudié Charcot à fond, puisque c'était mon pote, mon meilleur ami qui a eu cet essai-là. Voilà. J'ai donc parti essentiellement de ça, puisque je l'avais étudié pour moi. Puis j'avais étudié Bernheim également, Bernheim, Liébaud, et puis en hypnoanesthésie, Ward, en 1842, qui a effectué des amputations de membres, sans la moindre goutte d'anesthésiant. Je vous signale que c'est juste après ça que le protoxyde d'azote et l'éther ont été inventés. Jusqu'à 1842, ça n'existait pas. Ok? Et sous Napoléon, des hypnoses, il y en avait plein. Il y avait plein de militaires, de médecins militaires qui pratiquaient l'hypnose. Il y en a, quand ils n'arrivaient pas à hypnotiser, ils faisaient boire un bon coup de gnôle, ça faisait, c'était pas de l'hypnose, dans ce cas c'était de la narcose. Mais enfin bon, ça marchait aussi. Donc, puis vous avez Fenton en 1845, amputation de jambes aussi. Vous avez Loisel, 1845, pareil. Mais alors lui, c'est en France. Fenton en Angleterre, Loisel en France, amputation de jambes. Et tout ça, vous voyez, c'était avant le protoxyde d'azote, et puis derrière, comme sont apparus tous les principes d'anesthésiant, l'hypnose est partie au gouffre. Alors qu'elle était en plein développement, elle était vraiment en train d'exploser. Et donc c'est parti au gouffre. Toll et Wood également en 1890, amputation de bras. Et puis après Sigmund Freud, vous savez, bien entendu, hein, Sigmund Freud, neurologue et psychiatre autrichien, je ne vais pas en parler, c'est pas la peine. Là j'ai étudié à fond, parce que c'est un monsieur qui était très mauvais hypnotiseur. C'est pour ça qu'il s'est dirigé vers la psychanalyse après. Mais sauf que le psychanalyste fait quoi, bien souvent? Il cherche pourquoi ça va mal. L'hypnothérapeute, lui, cherche tout de suite comment aller mieux. C'est plus rapide. Voilà.
Mais comme Freud n'arrivait pas toujours à faire des régressions, il ne savait pas trop le principe, ce que a fait par contre Milton Erickson par la suite. Donc à partir de Freud, le développement de la psychanalyse et de la psychologie, bien entendu, et de la psychanalytique, éclipse momentanément toutes les thérapies hypnotiques. Ça s'est endormi. Donc toutes ces lectures, elles venaient de là. Puis bon, après j'ai étudié un peu partout parce que je me suis rendu compte qu'en Chine, il y avait des bouquins absolument extraordinaires. J'ai découvert un petit fascicule en Chine, à Shanghai, un petit fascicule de 20 pages. Alors je me suis fait traduire parce que je ne parle pas un mot de chinois, et qui expliquait toute la technique du sommeil pour s'endormir vite. Vous êtes de quelle origine? Vietnamienne. Vietnamienne. Là-bas, on dort plus qu'en Chine. Mais il y a des régions de Chine où on dort très peu, puisque le temps de travail est de 16 à 18 heures par jour. La journée n'a que 24 heures pour eux comme pour nous. Alors ça va peut-être vous surprendre, j'ai 72 ans, je dors 3 heures par nuit depuis 9 ans. Parce que je suis devenu feignant. Auparavant, pendant 40 ans, je dormais 1h30. Et c'est grâce à ce petit fascicule que j'ai appris à dormir plus vite et plus profondément. À m'hypnotiser en une fraction de seconde, pour m'endormir en une fraction de seconde, parce qu'on peut s'hypnotiser pour s'anesthésier, comme j'ai fait, je ne sais plus sur quelle main, enfin peu importe. On peut s'hypnotiser pour éliminer une douleur, on peut s'hypnotiser pour développer la mémoire, on peut s'hypnotiser pour plein de choses, éliminer une phobie. Quand vous pensez que les phobies, on voit des psys qui passent du temps pour éliminer une phobie, vous savez combien de temps il faut pour guérir d'une phobie avec l'hypnose? Une séance. Et quand on s'est un peu planté, 2, mais pas plus de 2. Et on voit des gens qui vont chez le psy pendant des années. Hein, pour une phobie. Donc, après, vous avez les découvertes d'Émile Coué, 1857-1926, qui sont essentielles pour le développement de l'hypnose. Essentielles au niveau de la suggestion, de l'autosuggestion, Émile Coué. Mais vous avez 500 bouquins au moins qui ont été écrits pour expliquer ce qu'a voulu dire Émile Coué. C'est pas la peine, il l'a dit. Et une suggestion, ça part du passé négatif, côté gauche, votre gauche à vous, elle est par là, donc je vais par là, jusqu'à aujourd'hui, je n'étais que ceci, parce que la négation ne s'utilise que pour le passé. Dans quelques temps, on situe dans le temps, 3 semaines ou un mois, enfin dans quelques semaines ou quelques mois ou quelques jours selon ce qu'on veut soigner, si c'est la clope, dans quelques jours, si c'est les problèmes de poids, dans quelques mois, hein, c'est évident. Et si c'est un cancer, dans les mois à venir, etc. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'étais que, dans quelques temps, je serai enfin, car à partir de maintenant, je commence en faisant ceci, cela. Émile Coué l'a expliqué, et plein de gens voulaient le transformer. Tout ce que vous avez qui a été écrit pour expliquer ce qu'a voulu dire Émile Coué, mettez-le au feu. Ce sont des trucs à grand tirage, très bons pour allumer le feu. Voilà. Donc, la méthode Coué, hein, elle est basée sur le principe d'autosuggestion. Mais en auto-hypnose, c'est aussi de l'autosuggestion. C'est donc ça. Et puis après, vous avez Pavlov qui a découvert le système, vous savez, avec le chien, etc. Mais avec les êtres humains, c'est pareil. Alors, j'ai un petit film qui est absolument extraordinaire, c'est une salle d'attente, je ne sais pas si certains l'ont vu, vous le trouvez sur YouTube. Là, une salle d'attente, il y a 7-8 personnes qui sont assises, et puis d'un coup, tout le monde se met debout et se rassoit. Et il y a une femme qui arrive, qui est d'ailleurs une asiatique d'origine, et qui vient, et puis qui s'assoit parmi tout le monde, et puis tout le monde se met debout et se rassoit. Elle les regarde intriguée, puis 30 secondes plus tard, tout le monde se met debout, alors elle hésite, puis elle esquisse et puis elle se rassoit. Et puis au troisième coup, elle se lève comme tout le monde. Et puis là, il y a une personne qui est appelée en rendez-vous, elle s'en va, puis les uns après les autres, et d'autres personnes arrivent. Et à ce moment-là, tout le monde, intrigué la première fois, ne se met pas debout. Et puis la deuxième ou la troisième fois, tout le monde se met debout et se rassoit. Vous l'avez vu ce film, non? Oui. Tout le monde ici. Peut-être que dans ceux qui regarderont le film, ils ne l'ont pas. Mais ils peuvent aller, on le trouve sur YouTube. Et voilà la technique de conditionnement qui est utilisée dans l'armée, par exemple. Et c'est pour ça que dans l'armée, garde à vous, repos, 1, 2, 1, 2. Ce sont des techniques pour que tout le monde fasse la même chose en même temps, sur un ordre. Ok? C'est les mêmes techniques. Parce qu'à partir du moment où une personne, enfin 10 personnes font, le 11e fait pareil. Hein? Donc, alors il y a
Pavlov, quel est donc Pierre Janet. Et là, c'est Pierre Janet qui s'oppose aux théories de Freud, particulièrement sur l'origine sexuelle des névroses. Et il reconnaît l'hypnose un peu comme l'outil thérapeutique puissant, mais Pierre Janet, il a aussi trouvé un truc, la dissociation. C'est de lui qu'on tient ça, le phénomène de dissocier. Alors que vous avez des hypnothérapeutes qui disent que ça ne sert à rien de dissocier. Excusez-moi, mais si on ne dissocie pas le patient de sa maladie, comment va-t-on le réassocier sur la santé? S'il n'y a pas de dissociation, je n'ai jamais vu une guérison sans dissociation. Et des patients, j'en ai eu des dizaines de milliers. Ok? Donc, là, on doit dissocier le patient du problème pour l'associer à une solution, en le faisant devenir acteur et metteur en scène ensuite de sa propre vie, etc., etc. Et puis alors, je vais citer un gars, vous le trouvez nulle part, c'est William McDouglas. Je vous défie de le trouver. Parce que, systématiquement, tous les Ericksoniens font en sorte, dès que son nom apparaît, de l'éliminer de Internet de partout. Parce que William McDouglas, il a fait plus de 3000 amputations pendant la Première Guerre mondiale sous hypnose pure. Alors ça gêne. Ça gêne parce que ça se passait en quelques instants, paf, une anesthésie hypnotique. Puis alors il est arrivé Milton Erickson, bien entendu, qui a relancé l'hypnose médicale. Bon ben je ne vais pas en parler, tout le monde ici, je crois, connaît Milton Erickson, mais ces techniques de Milton Erickson, pour induire l'hypnose, pour induire l'état hypnotique, il a utilisé essentiellement le souvenir agréable. Je sais pas, vous le connaissez, je pense. Mais par contre, après, le travail hypnotique est spécifique, pour lui, reposait essentiellement sur l'utilisation de métaphores. Alors c'est pour ça que, vous voyez, tous les hypnos dits ericksoniens font souvenir agréable et métaphore. Et puis après, dans certains cas, ils pratiquaient des régressions. Sauf qu'aujourd'hui, plein de gens confondent régression et mémoire d'un souvenir. Se rappeler, vous vous rappelez tous de certaines choses que vous avez vécues à 6 ans ou à 10 ans, vous êtes d'accord? Mais c'est pas parce que vous vous en rappelez que vous êtes en train de le revivre. Donc, je le dis quand même là, vous connaissez peut-être, mais peut-être pas tout le monde, une régression, si par exemple on ramène la personne à l'âge de 3 mois, eh ben, elle va être à 4 pattes, et elle va pleurer parce qu'elle va revivre un événement qu'elle a vécu à 3 mois. Mais avec toutes les émotions qu'elle vivait en tant que bébé à 3 mois. Ça peut être... Moi j'ai fait beaucoup de régressions, des fois pour la police d'ailleurs, et pour faire se rappeler à un témoin de quelque chose qu'il a vu il y a 30 ans. Parce que si je vous demande, et ça ce sont des techniques particulières d'hypnose, parce que si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait le 12 juillet 2002 par exemple, si vous n'avez pas eu un événement traumatisant, vous ne vous rappelez pas. Il y a un état d'hypnose dans lequel on peut vous mettre, et vous allez vous rappeler la journée du 12 juillet 2002, avec tous les détails de la journée, tout ce qui a été vécu de manière émotionnelle. Si vous avez une mouche qui vous a marché sur le front, vous n'en rappellerez pas. Si c'est un moustique qui vous a piqué, vous en rappellerez. Parce qu'il y a eu émotion. Vous voyez? Donc, et on peut ramener une personne comme ça, à la date que l'on veut, au moment que l'on veut, et alors que le psychanalyste fait quoi? Il passe son temps à faire raconter sa vie à quelqu'un pour remonter dans la mémoire. Quelque chose qu'on peut faire bien souvent en 1 ou 2 séances d'hypnose. Je ne vais pas me faire que des amis. Donc, et tant mieux. Donc, je vais vous demander, vous voulez de manière agressive ou sympathique, je vais faire un peu les deux. Donc, l'hypnose dite ericksonienne, eh ben, elle va être développée surtout grâce à Ernest Rossi. Parce qu'il y avait Rossi qui le regardait et qui notait tout ce qu'il croyait en comprendre. L'hypnose ericksonienne est partie de ça. Milton Erickson, c'était le monsieur, moi je sais, mais je dis rien. Ok. Mais vous avez, alors, ceux parmi vous qui sont des bons chercheurs, vous irez chercher en Russie Kashpirovski. Alors là, c'est le summum du summum de tout ce que vous pouvez imaginer en hypnose. Moi, je me suis beaucoup inspiré de lui. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait des séances d'hypnose dans des discothèques, mais de préférence dans des cadres hyper compliqués, et en hypnotisant des centaines de personnes à la fois, voire des milliers quelquefois, dans des plein air et tout, comme sur le stade d'Abidjan, 9500 personnes, pendant que j'étais suspendu sur un hélicoptère, je fais des trucs de fou comme ça. Mais c'était pour voir jusqu'où on pouvait aller, parce que, vous savez quels sont les plus grands hypnotiseurs de la planète?
Oui, les plus grands politiques, les plus grands... Jésus-Christ, Bouddha, Napoléon, Hitler, Johnny Hallyday, Michael Jackson, voilà. Tout ça, c'est des hypnoses. Vous voyez? Ok. Donc, alors en Europe, il y a Léon Chertok. Et moi, j'ai bossé avec lui. Léon Chertok, j'ai fait des émissions de télévision avec lui. J'en ai fait faire une d'ailleurs en 1984, 85, je ne sais plus, avec le colonel Morin, enfin, qui était commandant, non colonel à cette époque-là, celui qui a écrit le livre Sectarus, dont j'ai parlé hors antenne tout à l'heure. Hein, et donc, qui était un gendarme et qui explique dans Sectarus comment on fait l'enrôlement de gens dans des sociétés un peu spéciales. Voilà, pour ne pas dire des sectes. Et puis, Léon Chertok, qui a écrit Le non-savoir des psys, alors que Léon Chertok, le nombre de personnes qu'il a hypnotisées ne va pas très très loin, puisqu'il est venu une fois avec moi au Chalet du Lac, ici à Paris, où j'avais endormi à peu près 850, j'avais hypnotisé à peu près 850 personnes. Il m'a dit, mais comment vous faites? Dis-moi, dans toute ma carrière, je n'ai pas hypnotisé le 10e de ce qu'il y a là. Ah oui. Mais il a écrit quand même Le non-savoir des psys, dans lequel il vous dit 6% des gens sont hypnotisés en hypnose profonde, 30% en hypnose 30%. Eh bien moi j'affirme que c'est faux. Tout le monde est hypnotisable au même niveau. Mais pas tout le monde par la même méthode. Comme tout le monde est sensible à la musique, n'est-ce pas? Mais certains sont sensibles au rap, d'autres au hip-hop, d'autres au jazz ou à la musique classique et pas n'importe laquelle. Moi j'aime bien Mozart mais j'aime pas Brahms. Bon, c'est mon goût, hein, voilà. J'aime bien Chopin, j'aime bien Beethoven, mais j'aime bien Michael Jackson aussi, les Rolling Stones et les Beatles. Hein. Mais je n'aime pas tout. Et chacun d'entre vous, vous avez un style de musique ou des styles de musique que vous aimez, mais pas tous. Et bien pour l'hypnose, c'est exactement la même chose. Il y a plein de styles d'hypnose. Combien à peu près? Hein? Quelques milliers probablement. Voilà. C'est donc aux thérapeutes, en thérapie, pas parce que sur scène, des gens comme Mesmer, ils hypnotisent 12 ou 15 personnes sur 2000 spectateurs. Hein. Mais par contre, un thérapeute, il doit hypnotiser n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, mais pas n'importe comment. Donc il doit être capable d'hypnotiser tout le monde. Donc ce qui veut dire connaître plein de méthodes. Pas se limiter à une méthode. Je vous reparlerai tout à l'heure. Donc, Léon Chertok, après lui, il y a eu Alfonso Caicedo. Oui. Sophrologie. Ok. Sophrologie, mais qui faisait de l'hypnose au départ. Et puis qui a eu un peu peur suite à quelques petits soucis et qui a mis quelque chose de plus doux, la sophrologie. Donc c'était plus une hypnose d'entretien, mais c'est une hypnose très très légère. Voilà, hein, je schématise. Si vous voulez, la sophrologie et l'hypnose, si on voulait comparer, la sophrologie, c'est pas péjoratif. Hein. On va dire la sophrologie, c'est l'homéopathie et l'hypnose, l'allopathie, quoi, le médicament de choc. Hein. Encore que tout dépend du style d'hypnose. Bon, et puis vous avez en 80 Daniel Araoz, qui pratiquait l'hypnose ericksonienne et qui lui a donné le nom de nouvelle hypnose parce qu'il s'est rendu compte que ce que faisait Erickson et puis les hypnoses ericksoniennes de France n'avaient pas grand chose à voir. Donc il l'a appelé nouvelle hypnose. Et puis vous avez François Roustan, hein, 1923-2016, qui philosophe français, jésuite et ancien psychanalyste. J'ai bien précisé jésuite. Donc il y avait dans ces hypnoses une certaine orientation que je n'appréciais pas particulièrement, mais enfin bon, il est devenu hypnothérapeute, et lui il parlait du passage de la veille restreinte à la veille généralisée, et il appelait ça veille paradoxale. Okay. Et puis, je vais sur autre chose, c'est pas par hasard que tous les politiciens, comme toutes les grandes sociétés, ont recours aujourd'hui à des agences de communication. Vous savez qui était le créateur de la première agence de communication? Eh bien, il s'appelait Edward Bernays, c'était le neveu de Sigmund Freud, et qui pratiquait l'hypnose en com. Et le tsar était conseillé par Rasputin. Oui. Ok? Mais après, vous avez eu Wolf Messing, qui était l'hypnotiseur de Lénine. Vous avez eu Hanussen, qui était l'hypnotiseur de Hitler. Je ne vais pas les citer tous. Tous les chefs d'État ont leurs hypnotiseurs pour les aider à préparer leurs textes, pour les mettre de manière hypnotique.
Qu'est-ce que c'est faire un texte de manière hypnotique? Il y en a qui savent parmi vous ce que c'est? Eh bien, c'est de mettre les canaux sensoriels en fonction du peuple qu'on a en face de soi. Si par exemple on fait un discours pour le peuple ouvrier, on va mettre essentiellement des termes kinesthésiques et des termes visuels. Si on a affaire, je ne sais pas, on doit parler au patron du MEDEF, on va mettre de l'auditif et du visuel. Oui. Et alors, c'est-à-dire, je m'explique, vous savez que le VACOG, ici, je pense que tout le monde connaît, mais peut-être pas les gens qui nous regarderont, le VACOG visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Il faut savoir que tout le monde fonctionne sur les 5 sens, mais tout le monde fonctionne à peu près, à 2-3% près, à 55% sur un des 5 sens, à 33% sur un autre des 5 sens, à 6% sur un troisième sens, 4% sur le quatrième et 2% sur le cinquième. Ce qui veut dire qu'on fonctionne essentiellement sur 2 canaux sensoriels. Et si on parle à quelqu'un dans un canal qui n'est pas le sien, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et ça vous est tous arrivé, qu'on vous dise quelque chose et vous dites « Oh vite, un crayon de papier, il faut que je marque ça tout de suite, sinon je vais l'oublier. » Vous êtes d'accord? Mince, je l'ai oublié. Trop tard. Ça vous est tous arrivé. Parce qu'on vous a dit quelque chose dans un canal qui n'était pas le vôtre. Alors qu'est-ce qu'il faut? Pour enregistrer, il faut donc parler sur les 5 canaux. Quand on fait un discours à un peuple, à une population, comme tous ces chefs charismatiques, appréciés ou pas appréciés, parce qu'il y a des, je vous ai cité quelques salauds là. Qu'est-ce qu'il faut? C'est savoir que dans ce peuple, il y a tel pourcentage de kinesthésique, tel pourcentage de visuel, et dans le texte, mettre le pourcentage en question. Alors le visuel, quand il parle, ça s'entend, il va dire « tu vois ce que je veux dire? Éclaire-moi la situation, peins-moi un peu le décor, ton exposé manque de clarté, il faudrait faire la lumière dans cette affaire, tu vas me faire de l'ombre dans mon business. » Puis il utilise des symboles de visuel, les couleurs. Elle rit jaune, il voit rouge, il est parti se mettre au vert, il y a une rage blanche, il y a une colère bleue. Alors que l'auditif, ça va être, on ne va pas s'entendre nous. Par contre, on va être en harmonie sur ce sujet. Ça sonne faux ce que tu m'as dit. Vous allez faire sonner les cloches en arrivant à la maison. C'est beaucoup de bruit pour rien. Et le kinesthésique, celui qui est dans le mouvement et le toucher, oui, il va utiliser des formes géométriques. Il va dire, ce type est carré dans la vie. Vous avez tout de suite compris ce que ça veut dire. Vous êtes d'accord? Maintenant, si je vous dis, prenez un papier et un crayon, expliquez-moi ce que veut dire être carré dans la vie. Il y en a qui vont mettre un quart d'heure pour l'expliquer. Avec la conscience. Alors qu'il y avait l'inconscient à capter le message en instantané. Ce type est carré dans la vie. Cette femme, dans sa vie, tout tourne rond. Ça roule pour lui. Méfiez-vous d'elle, elle est tordue. Par contre, lui, il est droit, on peut lui faire confiance. Lui, il a tendance à arrondir les angles. Vous voyez, ce sont des formules. Et le kinesthésique, lui, ça marche pour toi, ça roule pour vous, je prends la situation en main, la situation me glisse entre les doigts, je tâtonne dans ce dossier, je m'appuie sur cette idée. Alors que l'olfactif, ça va être, je le sens bien ce truc-là, tu t'es inspiré dans votre affaire, tu ne manques pas d'air dans tes propos. Ah, lui, il m'a soufflé une affaire, j'ai un truc qui m'est passé sous le nez. Et le gustatif, ah, ton propos a du goût, je suis bout de la langue, je vais te le dire, je n'ai pas digéré ta réflexion de tout à l'heure, vos propos me sont restés sur l'estomac, il y a eu des propos un peu amers, ou un peu salés, ou un peu sucrés. C'est remarqué qu'on parlait comme ça. Sauf que le visuel parle tout le temps en visuel, l'auditif tout le temps en auditif, mais si vous faites une hypnose, on revient à ce qu'on disait avant, vous faites une hypnose à quelqu'un, et vous ne lui parlez pas dans son canal principal, ben vous ramez, hein. Alors que si vous prenez ces 2 canaux principaux, vous le bombardez pendant 20 secondes sur ces 2 canaux principaux, et d'un seul coup, vous sortez une phrase dans les 3 autres canaux. Poum, il est sous hypnose. D'autre part, il faut savoir que le visuel, vous avez appris à les repérer, je pense, là, ici. Hein, le visuel, quand il réfléchit, il regarde en l'air, comme ça. Si on lui demande où il était hier, il va regarder en haut à sa gauche. Et pour préparer sa réponse, il va regarder en haut à sa droite. S'il réfléchit à une solution, il va être avec les yeux dans le vide, comme ça, droit devant. Alors que l'auditif, il va regarder plutôt son oreille gauche quand il se rappelle de quelque chose, l'oreille droite pour préparer sa réponse, il va regarder en bas à gauche pour réfléchir. Puis le kinesthésique, lui, tout le temps en bas à droite, en bas à droite, en bas à droite, pour le passé, le présent, l'avenir, la réflexion et tout. Mais, donc un visuel, tout à l'heure je vous l'ai dit, un visuel, vous dites simplement, regardez-moi bien droit dans les yeux. Vous savez qu'il est déjà sous hypnose à 51%. Puisqu'il ne peut plus réfléchir, il ne peut plus raisonner. Vous lui avez coupé son raisonnement rien que par le fait de l'obliger à regarder dans les yeux. Parce que pour qu'il puisse raisonner et lutter contre, il faudrait qu'il regarde dans le vide à côté. Alors donc si il dit regardez-moi bien dans les yeux, et puis qu'il tourne les yeux, non, dans les yeux, et puis vous l'imposez, puis là vous lui faites une rupture de patin, vous prenez une poignée de main, dors, paf, il dort. C'est instantané, ça va à toute vitesse. C'est d'une banalité, mais par contre attention, il faut savoir à qui on le fait, parce qu'imaginez qu'on fait ça à un schizophrène,
qu'on le plonge dans une personnalité, dans cet état, et qu'il se réveille dans une autre. D'autre part, vous savez ce que c'est un ancrage, tous, hein? Vous savez ce que c'est un fusible? Enfin, les fusibles. Mais là, peut-être pour les gens qui vont regarder le film, je vais préciser, parce que nous avons tous des ancrages de l'enfance. Par exemple, moi j'avais un ancrage étant petit, que j'ai gardé jusqu'à jusqu'à ma paralysie. À l'école, j'ai été puni. On m'a fait, l'instituteur, j'avais 8 ans, m'a déculotté. Et puis j'étais les fesses face à tous les autres élèves, comme ça sur la table, m'a déculotté pour me fouetter à coups de règle. Je ne sais pas si vous imaginez. J'ai été le dernier de la classe pendant tout le reste de l'année. Et si mes parents, ça vous fait rigoler, c'est pas marrant. Aujourd'hui, il rentre tôt. Ah, c'est interdit, oui. À cette époque-là, vous savez, j'ai 72 ans. C'était courant. C'était courant, figurez-vous. Les coups de règle sur le bout des doigts, les coups de règle sur les doigts, tout. Puis après, vous étiez puni parce que vous n'arriviez plus à écrire. 0. Alors que vous avez massacré le bout des doigts. Vous êtes des tortionnaires. Donc, pas tous, attention. Et donc, j'ai été humilié. J'ai donc eu la blessure d'humiliation qui a fait que je ne me suis jamais mis en short jusqu'à l'âge de 20 ans. Je ne suis jamais allé sur une plage. Je n'osais pas. Parce que je me sentais humilié. Je ne voulais plus montrer mon corps. Parce que tout le monde avait vu mes fesses quand étant enfant. Oui, c'est tout bête. Mais j'ai donc cet ancrage que j'ai cassé avec l'hypnose en apprenant, à l'époque de ma paralysie, en apprenant l'auto-hypnose et l'hypnose, j'ai cassé cet ancrage. Aujourd'hui, je me rendais la foule d'aller me promener tout nu dans la rue, ça me fait ni chaud ni froid. Hein, c'est pas pour ça que je vais le faire, je respecte les autres quand même. Tout le monde a vu assez d'horreur, c'est pas la peine que j'aille me foutre tout nu. Donc pour hypnotiser quelqu'un, vous utilisez ces canaux. Et c'est ce qu'a fait Milton Erickson. Sauf que c'est pas très bien relaté par Rossi et tous les autres. Parce que c'est très facile. Et Milton Erickson faisait des hypnoses rapides, des hypnoses instantanées. Il ne faisait pas que des hypnoses douces. Donc, ces pratiques, ah oui, comme je vous ai dit, par Hitler, était conseillé par Hanussen, mais Himmler, c'était par Félix Kersten. C'est Félix Kersten qui préparait le discours de Himmler, vous savez qu'il y a Himmler pour les chambres à gaz et tout. Alors l'hypnose n'a pas été utilisée qu'à des fins très positives. C'est pourquoi je préfère aujourd'hui, et je suis très prudent, parce que, et je comprends les médecins qui aimeraient que ça soit pratiqué que par eux, bien que ça c'est un peu utopique, c'est un peu débile, parce que c'est l'hypnose, tout le monde pratique. Une maman qui berce son enfant, elle fait de l'hypnose, hein, n'est-ce pas? Donc, et puis vous avez derrière Richard Bandler et John Grinder, là, qui sont arrivés, hein, en 1980, et qui ont soi-disant créé ce qu'on appelle la PNL. Sauf que la PNL, vous savez de quand ça date la PNL? L'origine? Socrate, 350 ans avant Jésus-Christ, en Grèce, qui a inventé le terpnos logos. Puis derrière, vous avez Aristote, Démosthène, pardon, qui a créé les bases de la rhétorique, développée par Aristote, et puis ensuite par Cicéron. Et Cicéron, tous là, ils en ont un qui a découvert la rhétorique. C'était un art de parler. Mais il y en a un qui a découvert qu'il y a des gens qui parlaient toujours avec des mots visuels, un autre toujours des mots auditifs. Et puis quand on est arrivé à Cicéron, 73 ans avant Jésus-Christ, on avait inventé l'intégralité de ce qu'on appelle aujourd'hui la PNL. Donc les deux gars qui sont arrivés en 1980 n'ont fait qu'inventer un nom. Depuis Cicéron, on n'a pas ajouté 5% à ce qu'on appelle aujourd'hui la PNL. Depuis Cicéron, 73 ans avant Jésus-Christ. Je le précise quand même parce que beaucoup de gens s'attribuent des choses qu'ils ont piquées à d'autres. Et j'aime pas beaucoup ça. Puis vous avez Marie-Elisabeth Fémonville, ça vous parle, hein, qui est anesthésiste à Liège et qui, elle, s'est servie de l'hypnose, mais qui a tout le temps un peu hésité à ne faire que de l'hypnose pure, et qui a donc inventé un mot, hypnosédation. C'est-à-dire qu'on met des sédatifs, on met de l'anesthésiant, mais on baisse les doses. Mais on met de l'hypnose, et en fonction de l'état hypnotique de la personne et de son degré d'hypnose, etc., obtenu par le praticien, on met plus ou moins d'anesthésiant.
Alors qu'on n'a vraiment pas besoin. On peut faire une anesthésie sans anesthésiant. Hein. Et puis vous avez Pierre Rainville. Alors les grandes découvertes, ça vous parle Pierre Rainville? C'est le PET scan. Et c'est lui qui a vraiment apporté la preuve, c'est un spécialiste en neuropsychologie de la douleur. Il a montré grâce au PET scan, si vous voulez, que le processus hypnotique active des zones spécifiques dans le cerveau, et il a vu exactement, il a pu analyser comment fonctionne l'hypnose dans le cerveau. Donc quelque chose qui jusqu'à lui était considéré comme empirique est devenu scientifique. Voilà. Donc, alors moi je ne vais pas trop parler, moi j'ai parlé un peu de moi, hein, c'est pas, moi j'ai trouvé des méthodes par rapport à mes paralysies. Donc l'anesthésie, puisque c'était les douleurs, et en éliminant les douleurs, ça m'a permis de développer des mouvements que la douleur m'interdisait justement. Et donc j'ai redéveloppé plein de circuits nerveux. Plein de circuits nerveux, puisque je ne sais pas si vous savez combien de nerfs on fonctionne. Ben, on a 8000 nerfs moteurs à peu près. On fonctionne avec à peu près 350. Si ce qu'on appelle la nature, la création, que d'autres appellent Dieu, si cette création nous a infilé 8000, c'est qu'en principe ils sont utiles. Sauf que l'éducation, l'instruction, le mode de vie, la société ne nous les ont pas fait développer. Si vous prenez les pygmées du Gabon, qui eux grimpent au cocotier presque en courant, eux ils ont 420, entre 400 et 420 nerfs. Mais si on prend l'animal qui nous ressemble le plus, nos petits frères, les singes, je ne sais plus quelles espèces, parce qu'il y a le bonobo, il y a l'orang-outan et puis le chimpanzé qui sont les plus proches de nous là, hein, et puis le gorille aussi. Mais certaines espèces de singes sautent d'une branche à l'autre et ils fonctionnent à peu près avec 700 à 720 nerfs. C'est ce que j'ai moi, 720. Sauf que c'est pas pour grimper aux arbres et ni sauter d'une branche à l'autre, c'est simplement des nerfs qui sont là pour remplacer ceux qui sont sectionnés. Alors, je n'ai pas de nerf sciatique, poplité externe ni poplité interne en jambe gauche, j'ai 58 nerfs qui remplacent le poplité externe. Et j'en ai 36 qui remplacent le poplité interne. Rien que dans la jambe gauche. Alors je ne parlerai pas du reste, hein, c'est un peu pareil, là un endroit. Mais ça se développe. Et ça se développe comment? Pas en faisant de la culture physique. Non. Ça se développe en faisant de la culture mentale. Avec le mental, avec de l'autosuggestion, avec de l'auto-hypnose. On arrive à réveiller des cellules. Parce que nous sommes le produit de nos pensées. Chaque nerf, chaque muscle, chaque tendon, chaque organe, chaque goutte de sang, chaque globule blanc, globule rouge, chaque cellule dans le globule, chaque atome dans la cellule, chaque neutron, neutrino dans l'atome, chaque neutrino, chaque quarks de notre corps réagit à un mécanisme de pensée. Nous sommes le résultat de nos pensées. Il y a Athème qui disait « Prends garde à tes pensées, car elles deviennent des paroles. Prends garde à tes paroles, car elles deviennent des actes. Prends garde à tes actes, car elles deviennent des habitudes. Prends garde à tes habitudes, car elles deviennent ton caractère. Et prends garde à ton caractère, car elle devient ton destin. » Donc notre destin dépend de nos pensées, et toute pensée se réalise tant qu'elle n'est pas remplacée par une autre plus puissante. Quand je dis plus puissante, ça veut dire plus valorisante, plus enrichissante, plus gratifiante, plus honorifiante. Chacun ses envies. Mais si ce n'est pas remplacé, par exemple, si les parents ont dit « mange !» Sinon, tu n'auras pas de boulot plus tard, on embauche que les grands, les forts et les costauds. Imaginons que les parents aient dit cette réflexion 28 fois, avant l'âge de 7 ans. Que 30 ans après, vous perdez votre emploi. Vous allez prendre 7 ou 15 kilos en 6 mois, parce que votre inconscient cerveau droit vous dira, pour avoir du boulot, mange. Et vous aurez faim, du moins vous aurez la sensation d'avoir faim. Et vous allez vous gaver de bouffe, parce que vous avez été conditionné, si tu manges pas, tu n'auras pas de boulot. Donc si vous perdez votre boulot, pour en avoir, vous allez vous gaver malgré vous. Si c'est un côté affectif, va faire un bisou à ton grand-père. Non, tu n'auras pas de bonbons. On a vite compris que bisou égale bonbon, bonbon égale câlin, câlin égale chocolat, chocolat égale affection. Sauf qu'à 20 ans, on ne vous dit plus, vous sortez du boulot, on ne vous dit plus, va me faire un bisou, tu auras un chocolat. Vous êtes d'accord? Ah oui, mais vous sortez du travail, vous avez fait un bon boulot, personne ne vous félicite. Quel con ce patron, hein? J'ai fait un boulot, on ne me remercie même pas. On oublie que c'est la paye de fin de mois qui est le remerciement. Non, ça on me le doit, que le boulot soit bien fait, pas fait, mal fait ou à faire, on me la doit. Par contre, je fais bien mon boulot, on doit me féliciter. Comme on ne me félicite pas, bonjour la pâtissière, donnez-moi donc 2 petites forêts noires, une pour tout de suite, une pour ce soir. Et en arrivant à la maison, on a déjà mangé les deux, ce qui ne nous empêche pas de dire au conjoint, chérie, t'as pas fait une bonne journée, tu crois pas qu'on mérite un petit apéro? Va chercher la bouteille, j'apporte les chips, les cacahuètes et le saucisson. Et on va se gaver hors d'un horaire habituel de repas. Et s'il y a 40 minutes entre l'apéritif et le repas,
l'hypophyse, là où elle a enregistré qu'il y avait eu 2 repas. Au lieu de digérer en moins de 3 heures, on digère en 7 heures. Et tout le temps qu'on digère, on prend du poids. Alors, il y a d'autres facteurs, hein, je ne suis pas là pour les définir dans la totalité. Mais donc, il faut systématiquement le remplacer. C'est la pensée. Et puis alors, la pensée d'escroc que l'on voit à la télé, dans tous les médias, perdez 5 kilos par mois avec la méthode du gland, perdez 3 kilos par semaine avec la méthode machin chouette, perdez. Et puis tous les midis et tous les soirs à la télévision, des jeux où il y a des millions de perdants pour parfois un gagnant. On fabrique une société de perdants, car lorsque les gens sont des perdants, ils sont des demandeurs. Monsieur le Président, donnez-moi de l'argent. Patron, donnez-moi du travail. Mon Dieu, donnez-moi la santé. On attend que ça vienne de l'extérieur. Rien ne vient de l'extérieur, tout vient de l'intérieur. Rien ne vient de l'extérieur. Si j'avais attendu que ça vienne de l'extérieur, je ne serais même plus dans le fauteuil roulant parce que j'aurais fini par réussir à me suicider. Rien ne vient de l'extérieur. Perdez. Alors, quelqu'un qui veut maigrir, par exemple, qu'est-ce qu'il doit dire alors? Et en hypnose, qu'est-ce qu'on va lui dire comme phrase? Je vais retrouver mon poids d'avant. S'il a toujours été gros. Et puis en disant retrouver mon poids, ça voudra dire je vais en retrouver un peu plus. Non, c'est oser brûler les graisses pour gagner en souplesse. Oser se débarrasser des bourrelets disgracieux pour gagner en séduction. Oser fondre pour gagner en légèreté. Oser éliminer du poids pour gagner en vitesse. Oser l'envie d'avoir envie de modérer son appétit. Oser se libérer de la chaîne d'esclavage alimentaire pour gagner en liberté. C'est oser gagner, oser gagner, oser gagner. Mais surtout jamais perdre. Tous ces gens qui marquent sur leur publicité « perdez tant de kilos », je les appelle des escrocs. Tous ces régimes qui vous font perdre, parce qu'on sait que toute personne qui a perdu quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le cherche jusqu'à ce qu'elle le retrouve. Vous aimeriez perdre vos clés? Perdre votre conjoint? Perdre votre voiture? Perdre votre argent? Perdre votre enfant? Perdre votre maison? Non, personne n'aime perdre. Mais tout le monde parle de perdre du poids. Ok? Alors pour tous les hypnos qui vont nous regarder ou qui nous regardent, prenez bien le message. Éliminez la perte. Et puis, il y a une formule que j'ai testée avec ma sœur, il y a 30 ans, c'est pas d'aujourd'hui, sur des petits-enfants. Des petits-enfants de 10 ans. Vous savez, à 10 ans, on fait les problèmes de fraction. Le robinet qui coule, le bassin qui fuit, la baignoire qu'on vide avec une louche ou une petite cuillère, on a tous fait ça, les problèmes de fraction. Et puis, sur 1620 enfants, il y a les instituteurs, 810 gosses, et qui avaient comme consigne de leur dire, bon, les enfants, vous allez essayer de me faire ce problème. Et les 810 autres gosses, leurs instituteurs avaient comme consigne de leur dire, bon les enfants, nous allons voir à quelle vitesse vous êtes capables de trouver la solution. Les 810 à qui on a dit, les enfants, vous allez essayer de me faire ce problème, à peine 7% ont trouvé la solution. Et tous ceux à qui on a dit, les enfants, nous allons voir à quelle vitesse vous êtes capables de trouver la solution, plus de 88%. Pourquoi? Première formule, les enfants, vous allez essayer. Essayer, ça veut dire tu vas rater, c'est trop compliqué, tu feras mieux d'abandonner avant de commencer. De me faire, vous savez ce qu'il entend l'inconscient? Démerde-toi, fais-le toi-même. De me faire ce problème. Qui parmi vous aime les problèmes? Levez la main? Personne. Même pas un enfant. Menteur. Les enfants, menteurs. Les enfants, la première chose qu'ils savent faire, les petits, vous avez des enfants, non? Oui. La première chose qu'ils savent faire, c'est non. Ils ne veulent pas. Hein? Le sein, non. Bon, il sait dire non avant de dire quoi que ce soit. Il ne veut pas de problème, l'enfant. Il veut se laisser vivre. Donc, et alors, deuxième formule, les enfants, nous allons voir à quelle vitesse. Ça sous-entend que c'est quelque chose de facile. C'est juste une petite formalité, vous êtes d'accord? Nous allons voir à quelle vitesse. Compétition, c'est moi qui vais gagner. Vous êtes capables, on leur dit qu'ils sont capables, de trouver, on ne parle pas de chercher, la solution, on ne parle pas de problème. 5 positifs en une phrase. C'est le gagnant. Ok? Mais c'est valable pour tout ce que vous faites en hypnose, pour ceux qui font de l'hypnose.
vous devez toujours être dans le positif pour l'avenir. Et si vous devez utiliser du négatif, il ne s'emploie que pour le passé, mais jamais pour le présent et jamais pour l'avenir. Jamais. Pas un seul mot de négation en ce qui concerne le présent et l'avenir. Que les positifs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est déjà un début de fusible en quelque sorte. Donc, alors, si vous voulez, depuis une quinzaine d'années, moi j'étais tout seul à faire de l'hypnose de 1960, enfin j'ai commencé en 68, et puis j'ai monté ma première formation en 71. Avec le groupe de gens avec qui on était, des médecins, des infirmiers, avec lesquels je bossais pour moi. On avait monté un petit groupe et on enseignait l'hypnose à Nantes, à Châteaubriand, à Rennes, à Angers. On enseignait l'hypnose aux médecins qui voulaient bien. Alors, je vous dis tout de suite qu'on était 3 ou 4 formateurs, et puis des fois on avait 1 ou 2 élèves. Hein. On était plus nombreux comme formateurs, puisqu'on apportait notre petit savoir. Et puis, après, bon, ben, on a étudié. Et puis, en 71, j'ai monté vraiment la première vraie formation. Et puis, de 71 jusqu'à 90, j'étais tout seul à faire de l'hypnose, quasiment en France. Pendant 20 ans, tout seul. Donc, et c'est là que j'ai testé plein de choses. J'ai fait de l'hypnose en bloc opératoire, j'ai fait de l'hypnose en spectacle, j'ai fait de l'hypnose... Parce que, pourquoi j'ai fait ça? Beaucoup de gens me le demandent. Pourquoi vous avez fait du spectacle? Pourquoi? J'ai commencé par des conférences, avec certains médecins, mais les conférences, ça amenait personne. En plus, les gens ne prenaient pas l'hypnose au sérieux, c'était pour le peuple du cirque. Donc il fallait pas utiliser ce mot-là. Il y en a qui disaient qu'il fait de la magie. Alors là, je me rappelle un jour, il y avait quelqu'un qui avait mis hypnomagie. On a eu du monde. Ouais, enfin du monde, 30 personnes. Hein. Mais, parce qu'il y avait le mot magie dedans. Les gens croyaient. Et puis là, par contre, je m'étais fait engueuler parce qu'ils s'attendaient à avoir des tours de... comme vous savez faire. Hein. Moi, je ne savais pas. Donc, j'ai commencé à faire des conférences, ça n'amenait personne, et puis un jour, avec le docteur Pecker et le docteur Debroise de Rennes, comme je participais à leurs conférences, et j'étais l'exemple vivant de quelqu'un qui refabriquait des circuits nerveux. Et on me traitait d'escroc. Et un jour, on m'a dit, prouvez-le, vous pouvez anesthésier. Et là, j'ai pris quelqu'un, bah, tenez, venez par là, et pam, je l'ai transpercé, enfin, c'est pas moi qui l'ai transpercé, c'est le docteur Debroise, qui moi j'ai fait l'anesthésie, moi hypnotique, puis a transpercé. Alors là, ça intéressait tout le monde, du coup on a eu plein de monde. Moi j'ai fait des catalepsies, donc la rigidité, casser des parpaings sur le ventre de gens, rouler avec des camions sur des hypnotisés, enfin plein de choses très spectaculaires. Il fallait que ce soit hyper spectaculaire, puis on m'en demandait toujours de plus en plus, avec des foules sous hypnose. J'avais des fois des milliers de personnes sous hypnose. Donc, et ça amenait du monde, mais ça me permettait de passer le message. Et ce n'était pas fait du tout tel que le font certains en télévision aujourd'hui. Ils vous montrent des effets très spectaculaires, mais il n'y a pas quelque chose derrière qui a un lien avec la thérapie. Moi, toutes les expériences que je faisais une expérience et derrière j'expliquais le lien thérapeutique. Alors, une catalepsie, oui, c'est bien, c'est quoi? Ben, par exemple, quelqu'un qui fait de la tétanie, ou quelqu'un qui fait des crises de paludisme. Alors, il y a plusieurs formes de crise de paludisme, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des gens qui sentent la crise qui va arriver, puis d'autres qui ne la sentent pas. Et quand on la sent arriver, on peut se provoquer une catalepsie soi-même et s'en sortir. Si bien qu'on a annihilé la crise de tétanie ou de... J'ai dit tout à l'heure, j'ai trop de mémoire de ce coup. Hein, le paludisme. Mais c'est pas le paludisme, c'est les crises de... Parce que dans le paludisme, on en voit aussi des crises pareilles. Mais enfin, toutes les crises de tétanie, quelles qu'elles soient. Okay, et donc, on peut les éliminer en les devançant. Mais les sportifs aussi. Un sportif qui va taper, faire une catalepsie, il va avoir une force herculéenne en un instant. Mais il va apprendre aussi à enlever la force de quelqu'un d'autre. Vous savez, pour enlever la force, toute la force à quelqu'un, combien de temps il faut à peu près? Une fraction de seconde, c'est pareil. Il y en a un qui veut le faire avec moi, qui veut venir? Vous ne bousculez pas, venez avec moi. Comme ça, c'est moi qui ai choisi. Hein, vous êtes droitier ou gaucher? Droitier, on se tourne de l'autre côté. Non, comme ça. Hein, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous le demanderai, vous tendrez votre bras droit de toutes vos forces comme ça. Alors, parce que je me suspends dessus, alors toutes vos forces. Okay, et puis, on va évaluer donc votre force. Et puis, on recommencera une deuxième fois, et là, j'aurai du beurre à la place du bras. Avec un doigt, je pourrais vous le baisser. Rassurez-vous, je donnerai la force après. Parfait. Allez, tendez et résistez. Ok, laissez tomber.
Maintenant, relever, c'est de résister. Relever, c'est de résister. Voilà, avec un doigt. Relever, c'est de résister. Vous savez, avec un doigt. Je vous donne votre force. Allez-y, tendez, résister. Ça va très vite. Bravo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, tâchez d'expliquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai obtenu ça? Suggestion. Il y a de la suggestion, parce que je n'ai pas utilisé les mêmes mots. Mais je n'ai pas utilisé le même timbre de voix. Je n'ai pas regardé dans le même œil. Quand je veux qu'il résiste, qu'il ait de la force, je regarde dans son œil droit pour stimuler son cerveau gauche. Et je me tourne en lui parlant vers son oreille droite, pour que le son rentre majoritairement par son oreille droite pour stimuler aussi auditivement son cerveau gauche. Le cerveau du conscient. Œil droit, oreille droite. Par contre, quand je ne veux plus qu'il ait de force, je regarde œil gauche et je parle vers l'oreille gauche. Et en même temps, c'est plus le même timbre de voix non plus. Quand je dis tendez et résistez, j'ai de l'énergie dans le timbre, dans la gestuelle, dans la posture. Et puis par contre, quand je ne veux pas qu'il résiste, je fais relever, essayer de résister. Et je réveille chez lui la zone 44 du cerveau qui provoque les neurones miroirs. On peut le faire 1000 fois à quelqu'un. Même quand la personne sait, ça marche. C'est 100%. Alors, moi je ne vais pas donner de nom puisque je travaille avec des grands champions. Hein. Quand un champion en judo ou en karaté ou en taekwondo ou autre, ou en kickboxing sait que son adversaire est plus fort que lui, il utilise cette technique. Puisque si on sait que l'autre est plus fort, on affaiblit l'autre et puis on gagne. Voilà. On va faire le contraire, donner de la force à quelqu'un aussi. C'est juste un petit peu plus long. Ça demande quelques secondes. Voilà. Alors donc, depuis une quinzaine d'années, on a vu fleurir plein d'écoles, surtout à tendance ericksonienne. Je dis à tendance parce qu'elles se ressemblent. Vous allez dans différentes écoles ericksoniennes, elles n'enseignent pas tout à fait la même chose. Donc, ou alors certaines écoles qui pratiquent juste la PNL. La PNL, c'est juste un outil d'hypnose pour moi, excusez-moi. Et puis d'autres qui pratiquent que l'EFT. Mais l'EFT n'est juste qu'un outil d'hypnose. Ou l'EMDR, qui n'est qu'un outil d'hypnose. Et c'est honteux, je vois, l'autre jour, j'étais à Lyon, je fais une conférence, et il y a deux personnes qui viennent me voir, et chacune ont un cabinet d'EFT. Puis elle me dit, oui, mais ça marche sur beaucoup de gens, hein. Ben, je dis oui, 36% de la population, puisque 36% de la population française est kinesthésique en premier canal. L'EFT, puisque c'est basé sur du toucher, fonctionne essentiellement sur les kinesthésiques. Alors que le MDR, technique que vous faisiez, ça fonctionne essentiellement sur les visuels, qui sont 33%, à 0, quelque chose % près. Alors que les auditifs sont 28%. Donc si on n'utilise pas la technique qui correspond à la personne qu'on a en face de soi, je fais pipi dans un violon, ça fait de la musique. Hein. Alors donc, on a vu plein d'écoles, comme ça, qui se sont montées. Et puis, dont certaines, vous savez, vous êtes hypnothérapeute en 90 heures. J'appelle ça de l'escroquerie, je le dis. Une formation de moins de 300 heures n'est pas une formation sérieuse. Moi, je vois chez moi, enfin, à l'école centrale d'hypnose que je dirige, que j'ai fondée il y a longtemps, la formation, c'est 320 heures en présentiel et 200 heures en e-learning. Formation, c'est 520 heures pour devenir praticien en hypnothérapie. Quelqu'un qui veut aller encore plus loin, il y a la psychopathologie en plus pour devenir hypnothérapeute. Et là, il y a 66 heures de plus. Donc, on a vu, en premier, l'Institut français d'hypnose médicale, créé en 90 par Didier Michaud avec Léon Chertok, justement. Après, est arrivé, en 92, l'Association française de nouvelle hypnose, fondée par Jean Godin, présidée aujourd'hui par Olivier Perrault. Certains connaissent, je pense. Hein. Et après, vous avez eu la CFHTB, créée en 96, présidée par Claude Viraud et Christian Schmitt maintenant. Après, c'est en 96, créé. C'était le début. Après, vous avez vu l'Association française d'hypnose, fondée par Jean Becchiot. Et puis après, est arrivé l'Institut français d'hypnose ericksonienne, fondé par Olivier Locker. Et puis ensuite, est arrivé l'AFHD, cofondé par Claude Parodi et Kenton Kaiser, qui sont des gens qui, eux, enseignent l'hypnose pour les dentistes. Voilà. Puis il y en a eu quelques autres, et aujourd'hui, il y en a à peu près 150 en France, 150 formations à peu près en France à l'hypnose. Mais sur les 150, il y en a à peu près 140 qui sont toutes de moins de 300 heures. C'est honteux. Hein.
Donc, alors, moi je sais que, soucieux d'apporter une formation complète et de rendre les futurs praticiens complètement autonomes, eh bien, et adaptables à chaque patient, chez moi, si vous voulez, dans chaque contexte, à l'école centrale d'hypnose, eh bien, on est la seule aujourd'hui à proposer un enseignement pluridisciplinaire, c'est-à-dire toutes les méthodes d'hypnose qui marchent. Je dis bien qui marchent, parce qu'il y a aussi des méthodes d'hypnose qui marchent une fois de temps en temps. Je ne vois pas pourquoi les apprendre. Chez moi, on apprend que les méthodes qui marchent sur tout le monde. C'est tout. J'aime pas perdre mon temps. J'ai perdu 7 ans de fauteuil roulant, il est hors de question de continuer à en perdre. Donc, c'est l'école pluridisciplinaire de l'hypnose, c'est pour ça que chez nous, c'est un peu l'école de toutes les hypnoses. Alors, je vais vous dire un truc qui est rigolo, je l'ai écrit parce que je ne les aime pas tous. L'état hypnotique a porté de nombreuses dénominations. Transe de possession laïque, c'était Mesmer. Somnambulisme lucide, depuis Ségur. L'hypnose suggestive, Bernheim et Liébaud. Hypnose cathartique, de Breuer et Freud. Hypnose légère et profonde, c'est des associations libres. Transe générative ou état d'ouverture appelé flow. Là, Stephen Gilligan, vous avez lu un petit peu, je pense. Hein. Hypnose ericksonienne. Mais alors après, vous avez aussi l'hypnose classique, hypnose cataleptique, hypnose léthargique, hypnose nouvelle, hypnose humaniste, hypnose traditionnelle, hypnose rapide, hypnose progressive, hypnose instantanée, hypnose universelle. Je crois qu'on va monter l'hypnose intergalactique. Là, on est parti pour. Je crois que le prochain, il va nous monter une hypnose intergalactique. Et plus les titres sont fumeux, moins ils ont de contenance en plus. C'est ça qui est marrant. Il y a des hypnoses qui ont créé des problèmes. Par exemple, je vais dire un truc. Si ça, c'est la symbolique morphopsychologique, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Donc, imaginez que je vous hypnotise, et puis je vous fais une rupture de pattern, mais je suis devant ce graphique. Enfin, vous l'avez sous vos yeux. Et puis, je vous fais oublier votre prénom, et puis un chiffre 5 ou chiffre 7, peu importe. Ok? Alors, c'est rigolo, après, je vais vous dire compter, 1, 2, 3, 4, 6, etc. Allez, 2, 3, je ne sais plus, etc. Et puis, vous appelez comment? Je ne sais plus. Et puis, je me mets là, puis je vous fais vous rappeler de votre prénom et du chiffre en question. Sauf que, chaque fois que vous reverrez ça, vous réoublierez votre prénom et votre chiffre. Et on a eu une femme qui travaille, qui est comptable, tout près du Sénat. Je ne vais pas dire l'endroit précis, je ne sais pas le droit. Et elle traversait le jardin du Luxembourg il y a 2 ans. Ça fera 3 ans cet été. Avec son vélo à la main, pour aller au boulot. Et puis il y a un hypnotiseur de rue qui l'a hypnotisé, cette femme, oui. Et qui lui a fait oublier, son prénom et le chiffre 5. Ok. Et puis, mais elle était dans un contexte en traversant le jardin du Luxembourg, sauf qu'elle le traverse régulièrement, tous les jours, avec son vélo à la main. Quelquefois en roulant au vélo quand il n'y a pas trop de monde. Et puis elle est arrivée au boulot, tout s'est bien passé. Le lendemain, elle revient. Elle est au boulot pendant 3 quarts d'heure. Elle ne se rappelait plus du chiffre 5. Elle est comptable. Elle a fait plein d'erreurs. Elle veut tout revoir. Et nous avons été plusieurs à l'hypnotiser pour retrouver quel était ce qui s'était passé. En fait, dans le jardin du Luxembourg, à un endroit, là où ça s'est passé, elle était à un endroit précis qu'elle revoit tous les jours quand elle passe. Et ou presque, alors certains jours, elle a les yeux dessus, puis parfois elle ne les a pas. Puis alors, c'était au printemps, donc ça ne marche qu'au printemps, quand il y a les feuilles d'une certaine couleur. En plein hiver, il n'y a pas de feuilles, ça ne marche pas. Vous voyez? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'année suivante, ça a recommencé. Elle a oublié, elle allait régulièrement, tous les 2 ou 3 jours, elle oubliait pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, le chiffre 5. Bon, cette femme a été licenciée. On l'a fait réintégrer parce qu'on a trouvé le pourquoi, le comment, et qui, quoi, que, etc. Ok? Donc, et des cas comme celui-là, je peux vous en donner à peu près 250 de ce style.
Ouais, mais je vois pas le rapport entre le schéma. Non, mais je dis, moi, si je vous le fais ici, vous faites n'importe quoi d'autre, ça peut être un autre schéma. Vous passez devant le panneau Coca-Cola, imaginons que j'ai Coca-Cola ici, derrière moi, j'ai mis un dessin exprès pour dire, voilà, je mets Coca-Cola par exemple, ok? Et puis, à chaque fois que la personne reverra Coca-Cola, mais le problème c'est qu'on va le voir souvent, vous êtes d'accord? Eh bien, elle risquera d'avoir ça, parce que l'hypnotiseur ne lui a pas mis de fusible, et ne lui a pas cassé l'ancrage de tout ce qu'elle avait vu. On doit mettre des fusibles et casser l'ancrage. Alors cette personne est peut-être plus sensible à la méthode qui a été utilisée, hein, à la méthode en question. J'ai une petite question par rapport à ça, c'était tout à l'heure vous disiez certains prennent du temps à trouver les causes et les hypnos vont plus savoir comment aller mieux. Oui. Mais du coup, vous estimez que... On fait une anamnèse de 3 quarts d'heure. D'accord, donc il y a quand même... En thérapie, vous savez, une consultation c'est 1h30. Hein. Ouais, ok. Il y a 3 quarts d'heure d'analyse. Les causes sont quand même importantes. Environ. Après, on bricole l'explication, etc. On va dire on arrive à 50, 55 minutes. En gros 50 minutes, on va dire. Et puis, après, on fait une séance d'environ une demi-heure. Et puis le débriefing, on va dire, c'est presque 1h30 le tout. Hein. Ouais, en thérapie, je parle. Oui, bien sûr. Ok. Alors que si c'est en hypnose de spectacle, mais moi en hypnose de spectacle, j'ai toujours mis des fusibles. Tout le temps. Tout le temps, de manière qu'une personne, si elle vit un truc qui est contre sa morale ou pas, toc, elle sort de l'hypnose. Ou alors, il y avait un truc, parce que ce que je faisais à mes débuts, et puis après, je ne faisais pas la même chose. Je faisais un truc pour que la personne ne sorte pas de son hypnose, mais qu'elle n'exécute pas ce que je demandais d'exécuter. Alors si bien que si j'avais, je sais pas moi, 400 personnes sous hypnose couchées par terre, j'en avais 300 qui réagissaient aux suggestions, puis une centaine peut-être qui n'y réagissaient pas parce que le fusible avait fait en sorte que les personnes ne bougeaient pas. Si je leur disais, bah, vous êtes des petits chiens, vous marchez à 4 pattes, vous aboyez, quelqu'un va se sentir humilié d'être à 4 pattes et d'aboyer. Hein. D'autres, vous êtes des bébés, il y a des gens, ils vont se sentir ridicules, ils vont donc pas le faire parce qu'il y a le fusible. Voilà. Mais par contre, j'enlevais le fusible de sortir de l'hypnose parce que c'était anti-spectaculaire. Si vous avez une séance d'hypnose avec 400 personnes sous hypnose et que vous envoyez une centaine qui se mettent debout et qui sortent, c'est moins spectaculaire quand même. Hein. Donc, c'est ce que j'avais fait au début. Je dis, mince, il faut que je trouve une autre technique. Donc, fusible tout le temps. Mais vous avez il y a plein d'hypnos qui ne savent même pas ce que c'est une abréaction, qui sont honteux. On doit savoir, il y a plein de choses à savoir avant de faire une hypnose. Quelle qu'elle soit, donc, c'est-à-dire pour vous même ludique, la street qui est voilà, souvent quelque chose qu'on quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. On doit d'office mettre des fusibles. On doit savoir faire face à une abréaction, on doit savoir faire face à une crise d'angoisse, à n'importe quoi. On doit savoir y faire face. Donc ça nécessite quand même d'avoir une petite connaissance. Alors que bien souvent, en hypnose de rue, il y en a qui l'ont fait parmi vous, on vous apprend clac-clac, une induction ou deux, et puis un effet à obtenir, vous ne savez pas sur qui vous le faites, hein. Attention. Hein. Eh oui. Je sais qu'il y en a parmi vous qui le font, mais bon, c'est voilà. une porte d'entrée, souvent, parce que souvent les gens dans la durée qui vont rester dans l'hypnose, 100% de souvent faire un passage par l'hypnose de rue, mais pour aller voir autre chose derrière. Il vaut mieux être passé par autre chose avant. Moi j'affirme, hein. J'affirme qu'il vaut mieux être passé avant par autre chose, où on a appris déjà à s'hypnotiser soi-même. Parce que si on ne sait pas s'hypnotiser soi-même, on ne sait pas quelle réaction avoir face à une réaction d'un patient ou d'un client. Alors que si on a testé sur soi, moi je vois, à l'école centrale d'hypnose, où je forme, il y a les 4 premiers jours, c'est que de l'auto-hypnose. Mais que de l'auto-hypnose. On apprend à se mettre en auto-hypnose par une vingtaine de techniques différentes pour comprendre ce que nous ferons vivre à nos patients, parce que si on ne l'a pas vécu soi-même, et puis qu'on voit le patient qui a une réaction, si on ne l'a pas vécu soi-même, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour le sortir de cette réaction. Et on a l'impression quelquefois qu'il en est sorti, et il n'en est pas sorti. J'ai une aventure qui m'est arrivée, attention, j'ai fait des bourdes moi aussi, hein. Je le dis tout de suite, hein. Okay, quand j'ai débuté, parce que je n'avais pas les profs qu'il y a aujourd'hui. Hein. Et j'ai fait une bourde une fois à Agen, dans une discothèque. Donc moi je n'ai pas de complexe à dire des erreurs. Hein. Dans une discothèque, j'avais des gens sous hypnose. J'en avais, je ne sais pas, 80, 90 à peu près couchés sur la piste de danse dans une boîte de nuit. Et puis
il y a un type, moi je leur fais faire le chien, puis il y a un gars, il était devant moi, il fait waouh, 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 puis tout à fait réveillé, quoi. Je dis, bon, il va me casser mon spectacle. Allez, je dis, bah, puisque tu n'es pas sous hypnose, casse-toi. Puis le gars continue. Il m'énerve, je le soulève, puis je dis au portier de l'établissement, fous-le dehors. Puis il m'énerve, il va me casser mon spectacle. Et le portier le met dehors. En dehors, il tournait des cordes, il pleuvait. Un quart d'heure après, le portier vient me dire, Dan, on va avoir un accident, parce que les bagnoles sont en train d'essayer de l'éviter. Il aboie sur les voitures, dehors. Il était sous hypnose, et moi, je croyais qu'il était dans un état que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore vu chez un hypnotisé. À la limite, il était dans une hypnose encore plus profonde que tous les autres. On a été le chercher, j'ai remonté. Bon, après, il a fallu le sécher, puis il a filé des freins, parce que le pauvre, il était dans le caniveau en train de... Voilà. Donc j'ai fait des bourgs, mais c'est à mes tout débuts, dans les années 72 ou 73, je sais plus. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour désactiver un ancrage comme celui dont vous avez parlé? Ah, ça prend pas en 3 minutes. Par contre, hein, il faut d'abord savoir par l'anamnèse qu'on va faire aux patients, on va savoir qu'est-ce qui a créé cet ancrage. Quelle est la phrase, ou est-ce que c'est un ancrage verbal, est-ce que c'est un ancrage kinesthésique, comme un enfant qui a été frappé étant enfant. Par exemple, ça peut avoir un ancrage. Tiens, je prends par exemple, j'ai eu un masochiste, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un masochiste qui, toute son enfance, était fouetté par son père. Mais la mère avait peur parce que si elle intervenait, elle se faisait fouetter aussi. Le père Pochetron qui fouettait les gosses. Et le gamin était fouetté, puis après, dès que le mari était parti de l'autre côté cuver son pinard, elle a fait « Allez, viens mon chéri, maman te pardonne. » Tu as bien entendu ma phrase. Maman te pardonne, comme si c'était lui qui était fautif. Viens mon chéri, faire un câlin à maman. Maman te pardonne. Et si bien que par la suite, quand il a été adulte, il avait besoin, et encore récemment, d'être fouetté avant d'être dans les bras de son épouse, enfin dans les bras d'une femme, parce qu'il n'est pas marié, dans les bras d'une femme, sinon, pas de libido. Parce que pour avoir le câlin, il faut avoir été fouetté avant. Donc, vous voyez, mais il a fallu fouiller parce qu'il ne m'a pas appris ça du jeu comme ça en claquant des doigts. Hein. Surtout qu'il a subi des sévices sexuels et toutes sortes de choses, il ne l'a pas dit comme ça en 5 minutes. Hein. Donc ça nécessite une recherche. Et puis quand on a trouvé pourquoi il est devenu, après il faut faire toute une autre démarche inverse. On va servir de métaphore, on va servir d'hypnose directe aussi, de suggestion directe. On va faire toutes sortes de suggestions appropriées. Et là, les étudient en fonction du cas, et c'est du cas par cas. Quand je vois dans Internet, quelquefois, je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, est-ce que quelqu'un aurait un protocole pour tel truc, parce que demain je dois recevoir un patient? Ça fait peur, ça. Mais ça fait peur, c'est honteux. Il n'y a pas de protocole type. Chez nous, on apprend à construire des protocoles. Il y a des protocoles de base, si vous voulez. Et puis après, par exemple, pour les phobies, il y a un protocole de base, phobie, mais après, que ce soit des phobies des araignées, phobie des souris, phobie de la voiture, phobie de l'avion, c'est plein de choses différentes. Et même 4 personnes qui auront la phobie de l'avion, ce sera 4 cas différents, donc 4 protocoles différents. Il y aura 80% à peu près identiques, mais il y aura 20% de complètement différents. Donc c'est honteux quand je vois des gens qui se contentent de lire un truc, comme à Lyon la semaine dernière, une personne qui vient, qui me dit « Ah, je fais de l'hypnose, je suis installé depuis 6 mois. » C'est bon, vous avez appris. Moi j'ai appris, j'ai vu sur YouTube, et puis j'ai lu quelques bouquins. Et puis me cite un livre, le livre de Hammond. Vous savez, le livre rouge de Hammond, vous connaissez? Suggestion, métaphore thérapeutique. Donc, les métaphores thérapeutiques. Il dit, bah, je lis une des métaphores qu'il y a dans le livre. Je lis une des métaphores qu'il y a dans le livre. Mais c'est un assassin. J'appelle ça un assassin. Parce qu'il soit une personne, c'est au minimum un escroc. Mais il n'en est pas conscient, il croit que c'est comme ça qu'on fait. Voilà, ok? Autre question? Qu'est-ce que vous pensez d'hypnose quantique agressive? Vous savez, je vous ai sorti tout à l'heure toute une liste de mots, je n'ai pas mis celui-là. C'est pareil. C'est pareil. Vous savez, c'est pas parce que l'autre jour, justement à Lyon, il y avait un stand avec des hypnothérapeutes, c'est un groupement d'hypnothérapeutes, et ils affichent hypnose quantique. Et je dis, mais s'il vous plaît, vous pouvez m'expliquer l'hypnose quantique? Ah ben c'est quantique.
Et qu'est-ce qui est quantique? Et moi, il n'y en a aucun qui est capable de me l'expliquer. Si bien qu'à la fin, par dérision, parce que moi, quand j'étais enfant, j'allais à la messe, alors les quantiques, je connaissais. J'ai fait exprès pour me foutre de leur gueule. Excusez-moi, on est filmé. Voilà. Non, l'hypnose, c'est l'hypnose. C'est comme la musique, c'est la musique. Après, c'est à chacun de cultiver son style, ses manières. Il est évident que si je vous apprends par exemple toutes mes méthodes à moi, vous ne ferez jamais l'hypnose comme je la fais moi. Parce que ça ne sert à rien. Vous avez votre personnalité, j'ai la mienne. Vous êtes une femme, je suis un homme. Vous êtes jeune, je suis déjà un peu plus âgé aussi. Je n'ai pas osé dire le mot vieux, c'est mignon. Hein? D'accord? Donc vous n'agirez pas de la même façon. Donc l'hypnose, ça va s'adapter, c'est à nous, individus, de nous adapter avec les techniques, avec toutes les techniques et toutes les méthodes, de nous construire notre mode hypnotique. Ok? C'est juste on nous donne une méthode, c'est la même pour tout le monde. Voilà. Hein? Et si bien que nous voyons, vous avez le docteur Benayem, vous connaissez aussi, Jean-Marc Benayem, il en voit plein pour du tabac, qui sont passés par cette méthode-là avant. Mais chez nous, moi je ne peux plus les faire, ça m'énerve. Parce qu'on voit le défilé de gens qui disent « Bah oui, j'ai arrêté 3 semaines ou j'ai arrêté 3 mois et j'ai replongé. Mais je fume plus qu'avant. J'ai grossi, j'ai refume plus qu'avant, etc. » Parce que ça n'a pas été remplacé. Voilà, c'est du standard. Oui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de standard. Non, vous avez votre personnalité, vous avez la vôtre et la sienne. On a chacun notre personnalité, avec nos envies, nos défauts, nos qualités, nos pulsions, et notre sexe qui joue, on n'est pas voulu pareil. Il y a plein de choses qui jouent. Il n'y a pas de standard. Alors quand on vous apprend une méthode, et puis il n'y a rien de thérapeutique là-dedans. Hein. Parce qu'attention, vous savez que le tabac, quelquefois, ça cache aussi quelque chose de plus profond. Pourquoi la personne fume? Pourquoi la personne mange? Pourquoi la personne boit? Pourquoi la personne joue, etc. Il y a, sur toutes ces addictions, elles ont une raison. On doit donc être capable de faire une anamnèse pour aller chercher la raison, ou l'élément causal et les éléments déclencheurs. Vous pensez qu'il y en a absolument, ou que c'est... Il y en a toujours. Pour la cigarette toujours. Toujours. Ils sont moins puissants pour la cigarette que pour la bouffe. Mais ils existent. Alors il y a des gens qui ont commencé à fumer pour faire comme tout le monde. Ouais, c'est pour ça au début, pour faire comme tout le monde. Mais par contre, il y en a qui ont fumé en se cachant de leurs parents. Mais ce ne sera pas du tout la même méthode pour les soigner que les gens qui ont fumé, leur père a dit « Oh, tiens, tu veux une cigarette, prends », qui ont fumé ouvertement devant les parents. Pas du tout la même méthode. Et puis en plus, selon ce qu'on a fumé, si on a fumé des joints, si on a fumé de l'herbe, si on a fumé des cigarettes blondes, des cigarettes brunes, il y a plein de... Si on les roulait ou si au contraire c'était les cigarettes toutes faites, parce qu'il y a des rituels. Il faut donc casser le rituel aussi. Moi, à l'époque quand j'étais jeune, c'est le rituel de la pipe. Il y avait, dans les fumeurs, il y avait 1 sur 3 fumait la pipe. C'est par passion, c'est tout. Hein, vous savez, j'ai fait un vœu dans ma vie. Pendant des années, je n'osais pas le dire. J'ai fait un vœu à l'époque de ma paralysie, quand j'ai bougé, mon gros orteil qui a fait ça, juste ça, 2 mm. J'ai fait un vœu en disant, un vœu à moi-même, pas une entité extérieure, parce que j'étais devenu anti-croyant. J'étais élevé catholique, je suis devenu anti-croyant. Je suis contre toutes les croyances, quelles qu'elles soient. Je ne crois en rien ni en personne, sauf en moi. Ça s'appelle la foi. Et s'il n'y avait pas cette foi, jamais je n'aurais été guéri de mes paralysies. Ok? Donc, mais ça je le détaillerai si vous posez des questions. Donc, j'ai fait ce vœu que si j'arrive un jour à remarcher, grâce à cette technique d'hypnose que je venais de découvrir, je ferai connaître l'hypnose dans le monde entier par tous les moyens possibles et imaginables. J'ai bien dit la phrase entière, par tous les moyens possibles et imaginables, je l'ai signé. Je l'ai mis dans mon portefeuille, je l'ai gardé. En 2007, pardon, ce papier est parti dans le cercueil de mon père, en fumée. Je l'ai réécrit de la même façon, je l'ai re-signé. 2 ans plus tard, il est parti dans le cercueil de ma mère, en fumée aussi. Je l'ai réécrit, je l'ai re-signé, et il ne me quitte jamais. Et je le ferai jusqu'à 93 ans au mois de novembre. J'assumerai, je ferai connaître l'hypnose par tous les moyens possibles et imaginables. Mais la vraie hypnose.
pas les hypnoses en bruit ni rien. La vraie hypnose qui soigne, qui guérit. Parce que, je sais pas, certains m'ont vu des fois dans YouTube, il y a des films qui ont été faits sur moi, alors que moi j'en mets pas en principe. Hein. Je n'ai rien du tout, je ne vais jamais sur les réseaux sociaux, je ne sais même pas comment on va sur Facebook, et je ne veux pas savoir, je n'ai pas le temps à perdre. Donc, tous ces trucs-là, j'y vais pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui me le disent, oh, vous allez sur Facebook ou sur machin, quand je fais se brûler des gens avec une poignée chaude, froide, là. Vous avez vu ça, non? Si, elle est sur YouTube, celle-là. Bon, ben voilà, je fais croire que une boule de pétanque chauffe, et puis les gens sont là, puis se brûlent, et en plus se font des clopes dans la main. Ça, c'est l'explication des maladies. La croyance dans une maladie favorise la maladie, et même parfois la développe. Quand vous arrivez à faire croire à quelqu'un qu'une boule de pétanque chauffe à 1000 degrés, que la personne la touche et qu'elle se crame les chairs, alors que la boule est froide. Vous parliez de Chertok tout à l'heure, il y a la vidéo qu'il a fait, cette vidéo dans moi qui lui ai appris. Avec une pièce, une vésication, sauf qu'il met 20 minutes pour obtenir une petite rougeur. Hein, il aurait mieux fait de couper un peu et de chanter, parce qu'il m'avait un peu énervé là. Parce qu'il ne respectait pas le protocole. Je lui avais tout donné. Il ne le respectait pas. Alors que pour faire se brûler des gens avec une poignée de boules de pétanque, moi je mets une minute et demie à peu près. Ou quand je fais manger boire de l'eau, faisant croire que c'est manger des bananes en faisant croire que c'est du citron. On m'a vu faire ça aussi sur YouTube, non? Oui, mais... Faire manger un oignon en faisant croire que c'est une pêche ou une pomme. Il y a plein de trucs comme ça. Alors l'oignon, j'évite maintenant parce qu'après les gens me reprochent qu'ils ont une mauvaise haleine. Donc, mais par contre, les bananes transformées en citron ou l'eau transformée en vin, enfin transformée, et pas transformée. Les gens, dans leur tête, voient un citron ou voient le verre de vin ou le verre de bière ou machin. J'ai même eu saouler des gens, et ça j'ai fait souvent dans des boîtes, parce que c'est là que je testais. Ça a été mon terrain d'entraînement colossal. Vous savez, j'ai fait à peu près 8000 spectacles dans ma vie. Et la moyenne d'hypnotisés par spectacle était de 400 personnes. La moyenne. Par spectacle. Ça vous va? Et puis, j'avais des fiches, je passais 2-3 heures derrière à faire mes fiches. Parce que je faisais installer des lampes, rouge à un endroit, bleu à un autre, jaune, comment réagissent ceux qui sont dans l'éclairage jaune, comment réagissent ceux qui sont dans l'éclairage rouge. Puis après, je faisais installer des baffles de basse à un endroit, des médiums à un autre endroit, des aigus, pour voir comment réagissaient les gens dans l'aigu, les gens dans le grave. J'ai des fiches, j'ai des milliers de fiches. J'ai pu le lire un jour. Parce que, vous savez, quand on fait de la thérapie, on n'a pas le droit d'être dans le jugement. On n'est rien. On est juste une béquille pour le patient. On n'est rien du tout. On n'a aucun avis. On n'est rien. On est juste une béquille sur laquelle le patient s'appuie. Nous n'avons pas le droit d'avoir un avis, pas le droit de donner un conseil, rien du tout. Moi, ce que je dis à tous les gens qui viennent apprendre chez nous, tu as un avis, garde-le pour toi, mets-le dans ta poche. Et comme disait Milton Erickson, vous savez, une séance d'hypnose, ça se passe en 3 étapes. D'abord, vous écoutez le patient. Ensuite, vous écoutez le patient et vous finissez en l'écoutant. C'est lui qui parle, c'est pas nous. Et donc, on nous parle, il s'écoute parler à travers notre voix parce qu'on lui fait de la reformulation. Vous connaissez les principes de synchronisation tous. Toutes les synchros. Sur la gestuelle, sur les yeux, sur le timbre de la voix, sur les mimiques, sur les expressions, sur la reformulation, et puis tous les modes de reformulation, il y en a 8 modes de reformulation différents. Donc, moi je sais que chez nous, par exemple à l'école centrale d'hypnose, quelqu'un qui vient apprendre, il apprend toutes les techniques de synchro, parce qu'il est hors de question de commencer une séance d'hypnose sans synchro. Déjà, on éviterait beaucoup de problèmes, même en hypnose de rue. Si vous synchronisez sur le patient, et que vous voyez qu'il est désynchronisé à un moment donné, c'est peut-être qu'il a un petit problème de... Et là, on laisse de côté.